En ouvrant les yeux, Robinson vit d'abord un visage penché sur lui. Vendredi lui soutenait la tête de la main gauche et essayait de lui faire boire de l'eau fraîche dans le creux de sa main droite. Mais Robinson serrait les dents, et l'eau coulait autour de sa bouche, dans sa barbe et sur sa poitrine. L'Indien sourit et se releva en le voyant remuer. Aussitôt une partie de sa chemise et la jambe gauche de son pantalon, déchirées et noircies, tombèrent sur le sol. Il éclata de rire et se débarrassa par quelques contorsions du reste de ses vêtements. Puis il ramassa un morceau de miroir au milieu d'objets domestiques brisés. Il s'y regarda en faisant des grimaces et le présenta à Robinson avec un nouvel éclat de rire. Il n'avait pas de blessure, mais il était barbouillé dessus et sa belle barbe rousse était à moitié brûlée. Il se leva et arracha à son tour les loques carbonisées qui s'attachaient encore à lui. Il fit quelques pas. Il n'avait que quelques contusions sous l'épaisse couche de suie, de poussière et de terre qui le couvrait. La maison brûlait comme une torche. La muraille de forteresse s'était effondrée dans le fossé qui l'abordait. Tous les autres bâtiments, le temple, la banque, la bergerie, le mât calendrier, avaient été soufflés pêle-mêle par l'explosion. Les deux hommes contemplaient ce champ de désolation quand une gerbe de terre monta vers le ciel à une centaine de mètres. Puis une demi-seconde plus tard, une terrible explosion les jeta à nouveau sur le sol. Ensuite, une grêle de cailloux et de racines arrachées crépita autour d'eux. C'était l'un des tonneaux de poudre que Robinson avait enfouis sur le chemin et qu'un cordon d'étoupe permettait d'enflammer à distance. Épouvantés par cette seconde explosion beaucoup plus proche, les chèvres s'étaient précipitées toutes ensemble dans la direction opposée et avaient défoncé la clôture du corral. Elles galopaient maintenant dans tous les sens, comme des folles. Elles allaient se disperser dans l'île et revenir à l'état sauvage. L'entrée de la grotte était bouchée par un amoncellement de rochers. L'un d'eux formait comme un pic au-dessus du chaos et devait offrir un point de vue extraordinaire sur l'île et la mer. Robinson regardait autour de lui et ramassait machinalement les objets que la grotte avait vomis avant de se refermer. Il y avait un fusil au canon tordu, des sacs troués, des paniers défoncés. Vendredi l'imitait, mais au lieu d'aller déposer comme lui au pied du cèdre les objets qu'il avait trouvés, il achevait de les détruire. Robinson le laissait faire, mais il tressaillit tout de même quand il le vit disperser à pleine poignée un peu de blé qui restait au fond d'un chaudron. Le soir tombait, et ils venaient enfin de trouver un objet intact, la longue-vue, lorsqu'ils découvrirent le cadavre de Taine au pied d'un arbre. Vendredi le palpa attentivement. Il n'avait rien de brisé apparemment, il semblait même n'avoir rien du tout. Pauvre Taine, si vieux, si fidèle. L'explosion l'avait peut-être fait mourir tout simplement de peur. Le vent se leva. Ils allèrent ensemble se laver dans la mer, puis ils partagèrent un ananas sauvage, et Robinson se souvint que c'était la première chose qu'il eût mangée dans l'île après le naufrage. Enfin, ils s'étendirent au pied du grand cèdre pour essayer de dormir. Robinson réfléchissait en regardant la lune entre les branches noires du cèdre. Ainsi, toute l'œuvre qu'il avait accomplie sur l'île, ses cultures, ses élevages, ses constructions, toutes les provisions qu'il avait accumulées dans la grotte, tout cela était perdu par la faute de Vendredi. Et pourtant, il ne lui en voulait pas. La vérité, c'est qu'il en avait assez depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracassière, mais qu'il n'avait pas le courage de la détruire. Maintenant, ils étaient libres, tous les deux. Robinson se demandait avec curiosité ce qui allait se passer et il comprenait que ce serait désormais Vendredi qui mènerait le jeu. Il regardait toujours le ciel en réfléchissant quand il vit tout à coup la lune glisser très vite derrière une branche et reparaître de l'autre côté. Puis elle s'arrêta et tout de suite après recommença à glisser dans le ciel noir. Au même moment, un épouvantable craquement retentit. Robinson et Vendredi sautèrent sur leurs pieds. Ce n'était pas la lune qui bougeait, c'était l'arbre qui était en train de s'écrouler. Miné par l'explosion, le grand cèdre n'avait pu résister au vent de la nuit. Il s'abattit dans la forêt en écrasant sous lui des dizaines d'arbustes, et le sol trembla sous le choc de l'énorme tronc. Vendredi commença leur nouvelle vie par une longue période de sieste. Ils passaient des journées entières dans le hamac de lianes tressées qu'il avait tendu entre deux palmiers au bord de la mer. Il bougeait si peu que les oiseaux venaient se poser dans les arbres tout près de lui. Alors il tirait sur eux avec sa sarbacane, et le soir il faisait rôtir avec Robinson le produit de cette sorte de chasse, certainement la méthode la plus paresseuse qui existât. De son côté, Robinson avait commencé à se transformer complètement. Avant, il portait des cheveux très courts, presque ras, et au contraire une grande barbe qui lui donnait un air de grand-père. Il coupa sa barbe, qui avait été d'ailleurs déjà abîmée par l'explosion,
et il laissa pousser ses cheveux qui formèrent des boucles dorées sur toute sa tête. Du coup, il paraissait beaucoup plus jeune, presque le frère de Vendredi. Il n'avait plus du tout la tête d'un gouverneur et encore moins d'un général. Son corps aussi s'était transformé. Il avait toujours craint les coups de soleil, d'autant plus qu'il était roux. Quand il devait rester au soleil, il se couvrait des pieds à la tête, mettait un chapeau et n'oubliait pas de surcroît sa grande ombrelle en peau de chèvre. Aussi, il avait une peau blanche et fragile, comme celle d'une poule plumée. Encouragé par Vendredi, il commença à s'exposer nu au soleil. D'abord, il avait été tout recroquevillé, laid et honteux. Puis il s'était épanoui. Sa peau avait durci et avait une teinte cuivrée. Il était fier maintenant de sa poitrine bombée et de ses muscles saillants. Il s'exerçait avec Vendredi à toutes sortes de jeux. Il faisait la course sur le sable, il se défiait à la nage, au saut en hauteur, au lancer des bolasses. Robinson avait appris également à marcher sur les mains comme son compagnon. Il faisait les pieds au mur contre un rocher, puis il se détachait de ce point d'appui et partait lourdement, encouragé par les applaudissements de Vendredi. Mais surtout, il regardait faire Vendredi. Il l'observait et il apprenait grâce à lui comment on doit vivre sur une île déserte du Pacifique. Par exemple, Vendredi passait de longues heures à confectionner des arcs et des flèches. Il tailla d'abord des arcs simples dans les bois les plus souples, comme le noisetier, le santal, l'amarante ou le copaïba. Puis selon la technique chilienne, il fabriqua des arcs composites, formés de plusieurs pièces, plus puissants et plus durables. Sur un arc simple, il ligaturait des lamelles de cornes de bouc qui ajoutaient leur propre élasticité à celle du bois. Mais c'était surtout aux flèches qu'il consacrait le plus de travail, car s'il augmentait sans cesse la puissance de ses arcs, c'était pour pouvoir envoyer des flèches de plus en plus longues. Il en arriva bientôt à faire des flèches d'1,50 m. La flèche se compose de 3 parties, la pointe, le fût et l'empennage. Vendredi passait des heures à équilibrer ces 3 éléments en faisant osciller le fût sur l'arête d'une pierre. Rien de plus important pour l'efficacité d'une flèche que le rapport du poids de la pointe et de celui de l'empennage. Vendredi empennait ses flèches autant qu'il le pouvait, en utilisant des plumes d'oiseaux ou des feuilles de palmier. D'autre part, il se servait pour les pointes, non de pierre ou de métal, mais d'os, surtout d'omoplates de chèvre, dans lesquelles il découpait ses pointes en forme d'ailettes. Robinson finit par comprendre que Vendredi ne cherchait pas à obtenir des projectiles précis et puissants destinés à percer des oiseaux ou des lapins. Non, ce qu'il voulait, c'était que ses flèches volent le plus haut possible, le plus loin et le plus longtemps. Il envoyait ses flèches non pour tuer, mais pour le plaisir de les voir planer dans le ciel, comme des mouettes. Un jour que le vent marin assez vif faisait moutonner les vagues, Robinson observait Vendredi qui tirait des flèches droit vers le soleil. Il en prit une particulièrement longue. Elle dépassait 2 mètres, empennée sur au moins 50 centimètres avec des plumes d'albatros. Puis il banda l'arc de toutes ses forces en visant à 45 degrés vers la forêt. La corde, en se détendant, fouetta le brassard de cuir qu'il noua sur son avant-bras gauche pour le protéger. La flèche monta jusqu'à une hauteur de 100 mètres au moins. Là, elle parut hésiter, mais au lieu de repiquer vers la plage, emportée par le vent, elle fila vers la forêt. Lorsqu'elle eut disparu derrière les premiers arbres, Vendredi se tourna avec un large sourire vers Robinson. « Elle va tomber dans les branches, tu ne la retrouveras pas, » dit Robinson. « Je ne la retrouverai pas, » dit Vendredi, « mais c'est parce que celle-là ne retombera jamais. » Avant l'explosion, Robinson faisait faire à Vendredi le genre de cuisine qu'il avait apprise dans sa famille à York. Si au début de son séjour dans l'île, il avait été obligé de faire rôtir sa viande sur un feu vif, il était bien vite revenu ensuite à des recettes proches du bœuf bouilli, le plat le plus en faveur chez les Anglais de cette époque. Mais maintenant, Vendredi lui apprenait des recettes qui étaient celles des tribus araucaniennes, ou qu'il inventait tout simplement. L'idéal pour Vendredi, c'était certes de manger le mieux possible, mais n'importe où, n'importe quand, et surtout sans avoir besoin d'une cuisine et d'ustensiles. L'explosion avait détruit les plats et les casseroles qu'il y avait dans l'île. Par exemple, la plupart des oiseaux qu'il mangeait, Vendredi les préparait à l'argile. C'est la façon la plus simple et la plus amusante de faire cuire un poulet ou tout autre volatile. Vendredi le vidait et mettait dans son ventre du sel, du poivre et à volonté des herbes aromatiques ou même un peu de farce, mais ce n'est pas indispensable. Il lui laissait toutes ses plumes. Ensuite, il préparait de l'argile mouillée, pas trop mouillée, mais assez pour qu'elle soit facile à modeler et à pétrir. Il en faisait une galette bien plate, puis il roulait cette galette autour de l'oiseau, il l'enfermait bien dans la pâte, il faisait autour de lui comme une boule d'argile qui ressemblait à un gros œuf ou à un ballon de rugby, selon la grosseur. La couche d'argile devait avoir de 1 à 3 cm. Il faisait dans un trou un feu de bois assez nourri car il fallait beaucoup de braise. Quand le feu était bien pris, il mettait la boule d'argile dans le trou au milieu des braises. Ensuite, il entretenait le feu 1 heure ou 2.
L'argile séchait et durcissait comme une poterie. Quand la boule était devenue bien dure, il la sortait du trou et la cassait. Les plumes restaient collées à l'argile et l'oiseau était cuit comme au four, tendre et savoureux. Mais ce qui plaisait surtout à Vendredi dans cette façon de faire, c'était qu'on cassait chaque fois la boule de terre cuite où l'oiseau avait été enfermé, et ainsi, pas de vaisselle à laver, ni à ranger. Pour les œufs, Robinson avait l'habitude de les mettre dans l'eau bouillante plus ou moins longtemps pour qu'ils soient coques, mollets ou durs. Vendredi lui a appris qu'on pouvait se passer de casserole et d'eau. En les transperçant de part en part avec un bâtonnet pointu, il confectionna une sorte de broche à œufs qu'il faisait tourner au-dessus du feu. Robinson avait toujours cru qu'un bon cuisinier ne doit pas mélanger la viande et le poisson, le sel et le sucre. Vendredi lui montra que ces mélanges sont quelquefois possibles et même succulents. Par exemple, avant de faire rôtir une tranche de pécari, il faisait avec la pointe du couteau une série de fentes profondes dans l'épaisseur de la viande, et dans chaque fente il glissait une huître ou une moule crue. La viande farcie de coquillages avait un goût délicieux. Pour mélanger le sucré et le salé, il entourait un poisson d'une garniture d'ananas ou il farcissait un lapin avec des prunes. Mais surtout, il apprit à Robinson à faire du sucre. Il lui montra une sorte de palmier ventru, plus gros au centre qu'à la base et au sommet. Bref, en forme de quille. Quand on l'abat et quand on coupe ses feuilles, on voit aussitôt des gouttes de sève épaisse et sucrée se mettre à couler. Il est préférable que l'arbre soit exposé au soleil et il faut que le sommet, d'où la sève coule, soit posé plus haut que la base, ce qui n'est pas étonnant puisque la sève a tendance normalement à monter dans le tronc de l'arbre. Ce sucre liquide peut couler des mois, à condition qu'on rafraîchisse régulièrement la tranche, car les pores d'où il sort ont tendance à se boucher. Vendredi montra à Robinson qu'en exposant au feu cette mélasse, elle se caramélisait. Il en enduisait des fruits qu'il rôtissait à la broche, mais aussi des viandes, et même des poissons. C'était donc l'épisode 9 de Vendredi ou la vie sauvage. Voici les 3 questions du jour. Première question. Qu'arrive-t-il à Ten suite à l'explosion de la grotte ? Il est blessé, il meurt, il réussit à s'échapper. Qu'arrive-t-il à Ten suite à l'explosion de la grotte ? Il est blessé, il meurt, il réussit à s'échapper. Deuxième question. Quelle recette Vendredi apprend-il à Robinson ? Faire une salade de serpent, manger les yeux des pécaris ou cuire les oiseaux à l'argile. Quelle recette Vendredi apprend-il à Robinson ? Faire une salade de serpent, manger les yeux des pécaris ou cuire les oiseaux à l'argile. Et enfin, la troisième et dernière question dont vous devez rédiger la réponse. Comparez la vie de Robinson avant et après l'explosion. Qu'est-ce qui change dans son aspect extérieur et dans son comportement ? Comparez la vie de Robinson entre avant et après l'explosion. Qu'est-ce qui change dans son aspect extérieur et dans son comportement ? N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT et je vous dis à lundi pour le prochain épisode.